Bonjour, bienvenue sur Swimrun France, le premier interview par Zoom sur Swimrun France. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir Jean-Marc Lamblin, qui est bien connu dans le milieu du swimrun comme l'organisateur de l'Otiman et aussi bien évidemment l'animateur de Swimrunland. Donc, l'Otiman, c'est une course la plus au nord de la France, à Berck-sur-Mer, ou Fort-Mahon-Plage. Et avec la situation qu'on a vécue avec le coronavirus, on a beaucoup de questions à poser à Jean-Marc en tant qu'organisateur. Jean-Marc, tu peux un peu te présenter? Alors bonjour Fix, bonjour Jean-Marie. Donc moi je suis donc Jean-Marc Lamblin, j'ai 45 ans. Je suis donc l'organisateur de l'Otiman qui devait fêter sa 4e édition cette année. Je suis également le propriétaire du site Swimrunland spécialisé dans tout ce qui est accessoires pour swimrun. Et puis je suis, on va dire, triathlète et swimrunner vraiment amateur. Voilà, mais passionné. Tu peux nous parler un peu des caractéristiques de l'Otiman, parce qu'il y a des choses assez uniques dans l'Otiman. Alors, c'est vrai que quand j'ai créé l'Otiman, moi, j'ai toujours un profil, quand je fais quelque chose, de créer des choses qui sont différentes. Et donc, quand j'ai réfléchi à créer cette course il y a 5 ans, j'ai voulu qu'elle se différencie sur plusieurs points. Et les 3-4 gros axes sont déjà une course vraiment atypique, puisque, comme tu disais, on est dans le nord de la France, ici, à la limite entre le Pas-de-Calais et la Somme, qui est séparé par un parc naturel qui s'appelle la baie d'Authie, qui est la dernière baie en Europe qui est totalement sans construction humaine. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves dans cette baie, il n'y a aucune construction humaine. Et donc, c'est une baie qui est ultra préservée, ultra protégée. Et donc, j'ai voulu créer la première course nature dans cet endroit, puisqu'aucune course ne l'utilisait actuellement. Et donc, l'Otiman est la seule course à passer dans cette baie. Donc, déjà, ça, en premier point, c'était déjà important. Et puis, j'ai rajouté d'autres éléments, comme aussi la possibilité et la chance de pouvoir faire nager les gens dans plusieurs eaux différentes, puisque l'Otiman, ça fait quand même traverser euh, au départ 3, puis par dès la deuxième année, une 4e eau, puisqu'ils traversent la mer, ils vont nager en rivière, en lac. Et la deuxième année, j'ai pris le pari de poser une piscine artificielle juste avant la ligne d'arrivée, en plein centre-ville. Voilà la deuxième grosse spécificité de la course. Et puis, c'est aussi une course que moi, j'ai voulu très engagée, aussi bien écologiquement, avec de gros travail sur la préservation, mais aussi sur la communication pour protéger l'environnement écologique ici. Mais aussi, c'est une course sur laquelle on avait décidé de reverser tous les bénéfices pour les enfants handicapés, pour leur permettre de faire du sport, parce que j'ai également, en parallèle, créé une association qui s'appelle l'Âme de Joie, qui fournit des lames en carbone totalement gratuitement aux enfants qui sont amputés des membres inférieurs. Voilà, Oui, très rapidement. oui, j'avais eu la chance de faire la course l'année dernière, et c'est vrai qu'il y avait quand même c'était magnifique de voir. Je me rappelle ce petit jeune à qui tu avais remis des lames la veille. Tu as aussi une version pour les jeunes la veille. Voilà, tout à fait. Le samedi, donc, on offre aux enfants totalement gratuitement la possibilité, donc, les premières années, de découvrir le swimrun. Voilà, sur un petit parcours qu'on fait grâce à la piscine et les enfants font des mini-courses entre eux. Et cette année, on devait monter le premier OT Kids, donc une vraie course pour enfants qui sera reportée voilà, l'an prochain. Mais c'est aussi l'idée dès 6-7 ans, dès que les enfants savent un peu nager, de pouvoir leur faire découvrir le sport enchaîné. Ouais, non, ça avait été super de les voir tous tourner autour dans la piscine. C'était assez sympa. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, une piscine, il reste combien? Il reste à peu près 50 mètres de course après la piscine Ouais, pour l'arrivée. c'est ça, piscine plus dernière ligne droite, il reste 100 mètres, la piscine fait 15 mètres et on fait faire trois allées, donc on a 45 mètres de natation un peu anarchique dans la piscine. Mais voilà, les gens apprécient beaucoup, ça permet aussi de se dessaler, de se laver. C'est sympa, c'est très rigolo. Ouais. D'accord. C'est vraiment assez sympa aussi de nager. Vraiment, tu as une variété entre
la mer avec des vagues et des courants, la rivière qui fait un bien fou, parce que tu étais assez gentil pour nous faire nager dans le sens du courant. Dans le bon sens, ouais. Et pourtant, des fois, je suis être sadique, mais bon, là, voilà. Je vous avais déjà mis un peu de vague et un peu de courant en vert, donc après, j'étais sympa. D'accord, d'accord. Donc, bon, pour situer un peu les gens qui regardent ça dans quelques années, on est en 2020, ça va paraître peut-être un peu surprenant dans le futur. Et le coronavirus a impacté, je veux dire, à peu près toutes les courses en France et ailleurs. La tienne devait donc avoir lieu dimanche dernier, le 21 juin. Et je crois que les gens ne sont pas toujours au courant de toute la procédure, tout l'énorme machinerie pour organiser une course. Tu peux nous en parler un peu, en particulier sur le timing des autorisations? Alors, je ne vais pas parler de la première édition, qui est vraiment une machinerie énorme, qui est voilà, un parcours de croix, surtout pour nous, vu l'environnement. Mais voilà, quand ça commence à un petit peu être huilé et les autorités commencent un petit peu à te faire confiance, c'est voilà, on attaque les premières démarches à partir de 5 mois avant la course, parce qu'on doit remettre maximum 3 mois avant les dossiers auprès des autorités. Donc nous, on a la particularité forcément d'avoir les autorités terrestres et maritimes, donc préfecture maritime et préfecture terrestre. Et puis, on double le jeu, puisqu'on est, comme on est sur 2 départements, on envoie tout en double à la maritime et à la terrestre. Donc ça, c'est maximum 3 mois avant où les dossiers doivent être déposés. Et D'accord. ensuite, il y a tout ce qui va être l'intendance, on va dire, annexe, hors autorisation, qui va être la commande des dossards, des maillots, des cadeaux de finisher, des médailles et de toute la communication, flyer, affiche qui va commencer à falloir à créer, à gérer. Et surtout, quasiment, nous, 10 mois avant l'événement, on ouvre les inscriptions. Ce qui permet, grosso modo, 3 mois avant la course, d'être complet et d'avoir notre budget bouclé, en fait. Donc, au niveau budget, en fait, tu as une inertie énorme et quand tu dois prendre les décisions, que ce soit au niveau du parcours, mais en particulier là sur le coronavirus, comment s'est fait ta décision au niveau du timing de décider avec toutes les incertitudes qu'il y a cette année? Alors, comme beaucoup, je pense, quand j'ai entendu l'histoire du coronavirus en janvier-février, on a pris ça un petit peu à la légère, se disant que bon, voilà, c'était comme beaucoup une grosse grippe. Et puis, quand on a commencé à avancer, à se dire, on risque, on entendait les premières courses qui pouvaient éventuellement être annulées. On n'a pas plus paniqué, on se dit, nous, c'est en juin, on a le temps, de toute façon, ce sera passé. Et puis, de toute façon, si en juin, on devait annuler, c'est que vraiment, la France serait dans un état tel que, grosso modo, plus rien ne tournerait. Mais on disait ça vraiment avec François, avec qui on organise, sans vraiment y croire. Et puis, quand on a commencé à être confiné, là, on a très vite pris conscience que forcément, on vivait tous un événement et un moment unique. Et là, on a commencé à se poser des questions sur la pérennité de l'édition 2020, savoir jusque quand on pouvait prendre la décision d'annuler ou de maintenir, et puis de se poser différentes questions sur le maintien ou pas de la course. D'accord. Donc ça a été, j'imagine, une décision assez compliquée, évidemment unique. Une fois que tu as pris la décision du report, tu l'as prise combien de temps avant finalement? Donc 21 juin, l'épreuve planifiée, la date de l'épreuve, ta décision d'annulation? On l'a pris très tôt, en fait. Je pense qu'avant fin mars, on avait quasiment pris la décision pour l'annoncer début avril. Et en fait, nous, la décision, elle a été vraiment motivée par le fait de se dire, si on maintient une épreuve au mois de juin, après être passé cette crise où on voyait que les hôpitaux étaient totalement débordés, on se voyait mal remettre du travail éventuellement en apportant peut-être 3 ou 4 ou 10 blessés, on ne sait pas ce qui peut arriver pendant une course,
à des gens qui ont été fatigués, à motiver, à ressolliciter des pompiers, des services d'urgence, des choses comme ça. On ne savait pas si les gens allaient répondre présents au niveau des bénévoles. Au niveau des concurrents, on savait qu'on n'aurait eu pas de soucis. Donc, on s'est dit, voilà, on ne veut pas remettre une surcharge non plus pour les administrations, pour les préfectures qui étaient totalement débordées en leur remettant un dossier sur le dos qui n'est que du sport, finalement, qui n'est pas une chose vitale. Et donc, on a pris cette décision de totalement annuler l'édition, même pas de la reporter, parce qu'ici, c'était impossible, parce qu'on passe dans une fenêtre écologique au niveau de la faune et de la flore qui ne nous permet pas de reporter l'édition. Donc, c'est vrai que début avril, on a fait un communiqué comme quoi on prenait la décision en expliquant clairement les choses. J'ai une petite question, moi, Jean-Marc. Au niveau des administrations, quelle était leur attitude par rapport à vous, événementiel sport? Est-ce que c'était plutôt bienveillant, conciliant? Est-ce qu'ils auraient été prêts à, on va dire, diminuer leur délai d'autorisation? Comment tu le sentais les choses? Alors moi, j'ai la chance d'avoir des bonnes relations avec les préfectures parce que on leur a montré depuis des années qu'on était hyper sérieux dans tout ce qu'on faisait, que ce qu'on disait dans les dossiers, on le faisait vraiment sur le terrain, puisque même l'an passé, on a eu un représentant de la préfecture qui a fait toute la course avec moi. Donc là-dessus, ils ont vraiment confiance en moi et moi, j'ai joué franc jeu avec eux. Je leur ai fait un mail, donc que ce soit les DDTM, que ce soit les préfectures, en leur expliquant la situation, comme quoi bon, on était dans une situation sur laquelle personne ne savait ce qu'il allait en devenir. Et je leur posais la question de dire, bah voilà, si on maintient, est-ce qu'on aurait éventuellement la possibilité de diminuer les délais de dossier pour prendre une décision la plus tard possible? Et ça, tout de suite, ils ont répondu oui, il n'y avait pas de souci, ils étaient compréhensibles là-dessus. Et ils étaient prêts forcément à se dire, bon voilà, au lieu de 3 mois, on peut réduire à 2 mois, 1 mois et demi et faire un point de la situation en allant. Et ça, vraiment, ils ont tous été très à l'écoute et très réactifs pour me dire ça. Au niveau donc bon, course annulée, en plus de la déception, du temps et de tous les efforts perdus, de la faute de personnes bien évidemment, comment as-tu décidé ta politique de remboursement? Elle a été très simple parce que quand on a commencé à annuler, beaucoup de courses annulées, beaucoup de courses ne voulaient pas rembourser. Moi, j'ai non pas ma fierté d'homme, mais c'est vrai que je connais énormément de personnes et je ne voulais pas léser les concurrents. En fait, je suis moi-même concurrent dans d'autres courses et je me suis dit, quand tu es organisateur, tu acceptes les bons moments de donner le départ et d'avoir les félicitations quand la course se passe pas bien, se passe bien au contraire, mais aussi de savoir traverser la tempête quand il y a un moment de tempête à passer. Et donc, on a décidé de rembourser tous les concurrents à leur demande. Donc, soit ils choisissaient un remboursement, soit ils choisissaient un report sur l'édition 2021. Et moi, ce qui était important, moi, je croise énormément de gens à la piscine, on va m'entraîner en courant ici. Je ne voulais pas avoir un fardeau, enfin, pas un fardeau, mais avoir, difficile à expliquer, quelque chose au fond de moi qui me fasse reprocher d'avoir gagné une course et d'avoir pris de l'argent à des gens et en leur avançant des raisons qui soit m'obliger à annuler une course, c'est un événement exceptionnel, mais c'est tout. En tant qu'organisateur, je l'accepte, on l'assume et on va l'assumer financièrement, ce remboursement. Donc les gens ont été remboursés, ceux qui ont fait la demande. Je crois qu'il faut aussi souligner quelque chose que les gens n'apprécient pas toujours. Il y a certains frais qui sont engagés très tôt, d'autres qui sont peut-être engagés un peu plus tard, comme par exemple, j'imagine, l'avitaillement, toute la nourriture est achetée plus tard. Mais des choses comme par exemple les frais d'inscription que tu payes directement aux banques, à la plateforme d'inscription, ceux-là, tu ne peux jamais les récupérer. Non, les plateformes n'ont pas voulu rembourser leurs frais de commission. On a réussi à récupérer, pour les gens qui se faisaient rembourser, les frais d'assurance annulation. Donc, ils ont récupéré leurs frais d'assurance annulation. Et nous, on a remboursé 100% de la quote-part qui nous revenait. Ce qui est quand même admirable, parce qu'il y a une grande variété dans les décisions sur ce sujet-là. Et à mon avis, c'est qu'une opinion purement personnelle, mais les gens s'en rappelleront après quand ils décideront où aller. Tu retires quel enseignement de cette crise
exceptionnel et qu'on peut espérer unique? Forcément, il y a eu en parlant purement sportif sur l'Otiman, il y a eu un gros coup de massue qui a été dur à accepter parce que pour nous, c'est comme un objectif sportif. On y travaille toute l'année pour offrir un bel événement. Et moi, le jour J, j'accueille 700 participants, mais j'accueille 700 amis finalement. Et ça, c'est quand même un moment magique. Donc, passer ce moment qui a été long, hein, de se dire que le 21 juin, qu'est-ce que je vais faire le 21 juin? Bon, malheureusement, il y a une actualité, moi, personnelle, qui fait que le 21 juin, j'ai pas trop le temps d'y penser. Mais voilà, c'était ça, surtout, de me prendre le coup de massue. Et une fois qu'il a été passé, finalement, depuis 3 semaines, un mois, je dirais pas que je suis content que ça soit arrivé, mais finalement, l'avoir vécu, c'est quand même une bonne chose parce que je me suis aperçu qu'il y avait quand même une très grande majorité de gens dans les inscrits qui m'ont fait quand même des retours et des messages de soutien énormes. Finalement, je pense qu'on est à 70% de report sur l'année 2021. On a eu des remboursements qui ne sont pas énormes. Et puis, on a des messages magiques qui arrivent en disant, bah voilà, je ne sais pas si je serai disponible l'an prochain parce que je suis pompier, je suis infirmier, je ne sais pas si je serai de garde. Finalement, gardez mon inscription, ça sera un cadeau pour vous, c'est tellement une belle course. Et ça, au moins, ça redonne du baume au cœur pour l'an prochain. Et c'est surtout qu'on s'est dit qu'au bout de 3 éditions, on a quand même réussi à forger un noyau de participants qui reviennent chaque année et qui ont vraiment l'esprit qu'on a voulu mettre dans cette course. Et donc, je ne vais pas dire que je suis content d'avoir vécu cette crise, c'est pas ça, mais j'en suis pas désespéré d'avoir pris ce coup de massue. Et je pense que pour le coup, ça nous rend plus forts. Et puis, on se met vraiment du baume au cœur en disant j'ai reçu des dizaines de mails vraiment, vraiment fabuleux, des retours aux messages qu'on a mis quand on a mis le message d'annulation sur les réseaux sociaux. On s'est dit, voilà, on a vraiment créé une aventure qui est plus qu'une course, qui est vraiment pas là pour faire de l'argent. Et ça, je pense qu'on en tire pas du plaisir, mais de la fierté personnelle de ce moment un petit peu difficile, quoi. S'il y a une des belles choses dans le swimrun qu'on apprécie, c'est le mot solidarité. Et je crois que c'était aussi un peu l'occasion, à la fois quand on voit la solidarité que tu exprimes par rapport aux lames de joie et ainsi de suite, et l'esprit que tu insuffles sur ta course, c'est un peu normal que ça retourne aussi, entre guillemets, à l'envoyeur, mais dans le bon sens. Après, je rassure, hein, j'ai eu aussi des messages totalement débiles. Hein. Pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Voilà. Et en parlant de solidarité, un des derniers points que je voulais aborder et que tu n'as pas évoqué, c'est que tu es aussi volontaire à la SNSM, la Société nautique de sauvetage en mer. Et qu'est-ce que tu retires de ta grande expertise dans ce sujet-là? Et tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur ce que tu fais au niveau de la sécurité, à la fois de ton épreuve, mais aussi des offs quand les gens vont s'entraîner tout seuls. Parce que la baie, pour l'avoir vécu, il y a des courants. C'est pas des blagues. Les vagues, c'est une chose, mais le courant qu'il y a dans la baie, c'est pas anodin. Donc, ton expérience de sauveteur en mer, ou précise si je me trompe, quel conseil tu peux donner aux gens? Les conseils, je pense que je suis pas là pour donner des conseils. C'est vrai que moi, de ma vie personnelle, c'est vrai que la seule chose que mes parents m'ont imposée en tant que de sport, c'est dès que je savais marcher, c'est de savoir nager. Donc c'est vrai qu'à 5 ans, le seul sport qu'on m'a obligé à faire, c'est de la natation. Donc c'est vrai que dès mon plus jeune âge, je savais nager. Et après, moi, toute ma vie, tous mes sports ont été toujours liés à la plage. J'ai fait du bateau, j'ai fait du surf, de la planche à voile, du char à voile. Donc tout a été toujours lié à cet élément liquide. Et depuis quelques années, donc je suis nageur de bord à la station de Berck-sur-Mer et patron suppléant aussi. Et c'est vrai que de l'inconscience, on en voit tous les jours et de tout niveau, que ce soit aussi bien des promeneurs que des sportifs. Et c'est vrai aussi que quand on a créé l'Otiman, l'une des grosses préoccupations des autorités, c'était de se dire, voilà, on vous ouvre un espace naturel très sensible, mais aussi très, très dangereux. Qu'est-ce qui nous garantit que les gens ne vont pas venir s'entraîner ici pour découvrir le parcours? Malheureusement, moi, ça, j'ai aucune réponse à dire. C'est comme demain, qu'est-ce qui ne va pas permettre aux gens d'aller s'entraîner sur les routes de Monaco ou les routes de montagne avant un rallye en roulant à des vitesses pas possibles. Donc, j'ai joué franc jeu là-dessus.
Et après, voilà, je fais des messages de prévention. J'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des messages pour prendre des informations pour traverser la baie ici à la nage, ce qui est totalement irréel à faire, on va dire, tout seul, sans connaissance et sans au moins un bateau d'assistance. Donc c'est vrai que quand on me le demande, bah, je déconseille totalement parce qu'on a quand même une baie qui est ultra dangereuse. On a des grosses marées, on a des gros courants. On peut se faire encercler très rapidement. On a des effets de bâche qui sont mortels. Hein. Chaque année, on ramasse malheureusement des gens qui se font encercler par la marée. Et ça, c'est pas forcément quand la mer est démontée. Hein. C'est par des grands soleils et des jours sans vent où ça peut arriver. Donc voilà, j'essaye aussi de faire de la prévention au niveau des sportifs, des gens que je croise. Mais voilà, ça reste des êtres humains. Il y en a qui comprennent et qui acceptent. Et puis pour beaucoup, ils sont toujours plus intelligents et toujours plus forts que la nature. Et ben c'est tout. On va les rechercher. Je les avertis avec mon short et mon t-shirt et on va les rechercher en combinaison et en bateau quand ça se passe mal. Mais c'est assez rare. On en a ramassé quelques-uns, mais voilà, ça reste quand même assez rare. Au niveau des swimrunners. Hein. D'accord, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou dont on n'a pas parlé, ou toi, Jean-Marie, une question que tu n'as pas posée? Non, c'est très complet pour moi, très complet. Non, moi, je trouve ça sympa de filer un petit peu la parole à nous, organisateurs. Alors, c'est vrai que on voit toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, le bon côté et les gens ne comprennent pas tout ce qu'il y a derrière, ce qui peut être compréhensible. Moi, d'un autre côté, en tant qu'organisateur, je n'accepte pas non plus les justifications de certains organisateurs qui annulent les événements en mettant des choses en avant qui, au fond de moi, je sais, ne sont pas réalistes et qui justifient de ne pas rembourser les gens parce que des frais sont engagés ou des choses comme ça. Voilà, je ne trouve pas ça normal. Il y a beaucoup de grosses courses qui ont fait ça. Des courses qui sont là, mais ça je le critique pas pour faire de l'argent et c'est normal. Hein. Quand on voit le temps qu'on passe à faire des courses, c'est normal que des gens gagnent de l'argent. Mais moi je pars du principe qu'à partir du moment où les gens gagnent de l'argent, c'est qu'ils ont une société et quand on est un bon gestionnaire de société, on met de l'argent de côté et on doit être capable de pouvoir assumer financièrement une annulation de course pour pas léser des gens qui viennent là prendre du plaisir. Ça, bien, merci. De gueule, on va dire. Le message a été, transmis. On est là aussi pour ça. Mais Jean-Marc, je te remercie beaucoup de ton temps dans des circonstances qui ne sont pas toujours faciles, on le sait. Et ben, ça sera au plaisir de te voir l'année prochaine sur ta superbe prod. Ça marche et avec grand plaisir. Merci à vous. Merci. Salut Jean-Marc. Salut.